Salut, je m'appelle Blandine Calais-Germain et je vais vous présenter un travail qui a existé depuis 35 ans, presque 40, et qui a beaucoup été suivi par des personnes du yoga depuis 35 ans. Il y a eu beaucoup de personnes de toutes les familles du yoga qui sont venues goûter à ce travail pour préciser leur yoga, pour l'enrichir, pour l'étayer. Hein. Donc ce que je vais vous présenter au départ, ce n'est pas l'application au yoga, c'est mon travail, qu'est-ce qu'il est généralement. Donc mon travail s'appelle Anatomie pour le mouvement et c'est un concept d'enseignement de l'anatomie qui a comme caractéristique d'être lié constamment au mouvement, à la fois dans la phase d'enseignement, mais aussi dans les applications pratiques et aussi dans la création des mouvements ou la revisite de certains mouvements. Donc moi, depuis 35-40 ans, je suis dans l'anatomie. C'est quelque chose qui m'a habité, qui m'a fait voyager, qui m'a fait enseigner, qui m'a fait créer des méthodes, etc. Et c'est ça que je vais partager avec vous maintenant. Alors, il faut savoir qu'il y a 35-40 ans, quand j'ai étudié moi-même l'anatomie dans mes études de kinésithérapie, parce que je suis danseuse et kinésithérapeute, eh bien, à l'époque, l'anatomie était enseignée beaucoup par le texte, des kilomètres de texte, ce qui est parfois très utile, mais surtout dans un contexte médical, ça veut dire que toute l'anatomie était connotée par la pathologie. Et comme je venais du mouvement, j'ai pensé que c'était vraiment important, utile, de revisiter une anatomie qui soit connotée par le mouvement. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire un fémur pour décrire la tête de fémur et la coxarthrose, eh bien, on se dit, un fémur, ça sert à quoi quand on fait Paschimottanasana, quand on fait le lotus, quand on danse, etc. Hein, un genou, c'est fait comment? Et à quoi ça sert de savoir comment c'est fait un genou? Pour le mouvement. Toujours mon idée, c'était d'enseigner ça et d'explorer ça pour le mouvement. Voilà. Alors, Anatomie pour le mouvement concerne à la fois l'enseignement, mais aussi l'application à la pratique. Donc j'ai donné beaucoup de cours et j'ai des enseignants actuellement qui prennent le relais et qui donnent des cours d'anatomie, mais il y a eu tout un autre aspect dans la recherche et les créations de ce pôle. Ça a été de créer, de revisiter des mouvements entièrement à partir de l'anatomie. Alors on va regarder plus particulièrement maintenant les applications de l'anatomie à la pratique du mouvement. J'espère que vous arrivez à voir ce qui est projeté là, malgré les bâtons, ça va? Et vous aussi? Rien du tout? Peut-être il faut changer vos chaises de place. Voilà. Donc, voilà un exemple. Ici, nous voyons une personne avec un pied posé sur une chaise qui montre le bassin dans un certain angle de vue qui permet de voir une structure qui est très utile à connaître autant pour les femmes que pour les hommes. C'est le plancher pelvien qu'on appelle aussi le périnée. Voilà. Alors ce dessin, il a fait beaucoup Flores parce qu'à partir de ce dessin de la femme qui avait posé son pied sur un tabouret, eh bien, on pouvait se représenter où était le périnée, dans le bas du tronc, ou plus précisément encore dans le bassin, et où dans le bassin? En bas du bassin. Et ce dessin a été très utile pour beaucoup de personnes parce qu'il a permis de se représenter une structure que nous avons en nous-mêmes et de se la représenter en 3D. Et évidemment, se représenter, ce n'est pas le but du jeu.
Le but du jeu, c'est d'arriver à l'activer et à rendre le plancher pelvien efficace. Ici, on voit toujours un plancher pelvien. Je vais vous le flécher. Vous voyez ici, tout ça, c'est le hamac du plancher pelvien qui soutient les viscères du petit bassin féminin. Eh bien, pour beaucoup de personnes, se représenter cette structure et la connaître, ça va être un plus considérable pour l'activer. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. J'ai découvert dans mon parcours qu'il y a des personnes pour qui se représenter la structure, ça leur complique plutôt la vie. Voilà. Mais il y a des personnes pour qui c'est un plus, un avant, un après, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus jamais imaginer cette partie de leur corps de la même façon. Et surtout, elles vont l'imaginer d'une façon très utile pour le mouvement. Voilà. Nous passons. Voilà un autre exemple. Donc ça, c'est un cours qui est donné. Souvent, on travaille l'anatomie exposée au mur et en même temps, on vient soit bouger, soit palper sur soi des parties dont on voit précisément où elles se trouvent dans le corps. Donc, anatomie pour le mouvement, c'est un enseignement de l'anatomie qui n'est pas du tout du texte, des livres ou des parcours uniquement théoriques, mais on est toujours soi-même en situation. Hein? Donc ici, c'est un travail sur la colonne cervicale. Tout le monde ne voit peut-être pas l'image, mais les personnes sont face à des représentations des muscles du cou. Alors, il faut savoir que dans le cou, on a 40 muscles, à droite comme à gauche. Eh bien, il est possible pour tout le monde d'arriver à connaître la totalité des muscles de son cou et surtout de s'en servir pour mieux porter sa tête, pour avoir moins de torticolis, pour ne plus avoir un cou qui craque, etc. Bien, nous passons. Voilà un exemple. Ici, nous avons un squelette de tête sans la mâchoire pour montrer la colonne cervicale. Et ça, c'est intéressant maintenant pour vous montrer que la tête est posée à un certain endroit sur la colonne cervicale, la colonne vertébrale du cou. Beaucoup de gens imaginent que la colonne cervicale, elle est pratiquement à l'endroit où on sent ici derrière les muscles du cou se contracter le plus souvent. Eh bien, la colonne cervicale, ce n'est pas du tout là qu'elle arrive. Regardez bien ce dessin. La vertèbre atlas, qui est tout en haut du cou, elle arrive pratiquement en dessous du trou de l'oreille. Hein? Donc, quand on veut trouver atlas, il faut aller chercher sur soi le trou de l'oreille, le lobe de l'oreille, et juste en dessous, on est dans l'endroit où le haut du cou porte la tête. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est une révélation, parce qu'ils avaient imaginé ça beaucoup plus en arrière, et du coup, ils avaient généré une action pour porter leur cou qui était imaginaire, mais qui n'était pas juste. Hein? Donc, il faut imaginer que cette tête, elle est sur le cou un peu comme une balançoire. Dans le oui-oui, elle se balance d'avant en arrière. Et à quel endroit la balançoire est portée? Eh bien, c'est là, juste en dessous du creux de l'oreille. Autres exemples. Nous voyons ici des muscles abdominaux que j'ai beaucoup dessinés dans ma vie parce qu'ils m'ont intéressée et surtout que j'ai créé des techniques pour les abdominaux et entre autres pour le yoga. Et on voit par exemple les muscles qui sont sur les côtés de l'abdomen et qui sont en couches successives. Ils forment comme un feuilletage. Mais plus que ça, nous voyons que les couches ont des directions croisées. Alors quand on sait ça, c'est très intéressant de faire travailler les couches en les alternant. Pourquoi?
Très bien, vous allez voir mieux. En les alternant, pourquoi? Pour pouvoir faire que les couches se contractent pendant... Certaines couches se contractent pendant que d'autres se relâchent, et du coup, les couches se massent mutuellement. C'est-à-dire que quand la couche du haut, le grand oblique, se resserre, eh bien la couche du bas, qui est en dessous, qui est plus profonde, le petit oblique, ne fait rien. Et inversement, et vous imaginez que quand on arrive à travailler des abdominaux comme ça, c'est un exemple, hein, en alternant les couches, ben la grande différence, c'est qu'après l'entraînement, les abdominaux ne sont pas du tout avec des crampes ou des courbatures, mais ils se sont massés mutuellement. Et donc, on a... Alors, c'est ce qu'on peut faire, vous voyez, dans des mouvements comme on voit là, des mouvements de torsion. Ici, on voit des torsions du tronc alternées. Eh bien, quand on fait des torsions dans un sens, on a le petit oblique d'un côté, le grand oblique de l'autre. Mais si on fait la torsion dans l'autre sens, eh bien, on alterne les couches, tout simplement. Et ça, c'est un travail qui a été beaucoup développé dans Anatomie pour le mouvement et qui est né de l'observation de la structure. On va regarder autre chose, un autre exemple. Les abdominaux, bien sûr, ils peuvent servir à mobiliser le squelette, mais ils peuvent servir à mobiliser la masse de l'abdomen. Et si ça veut bien le faire, j'espère que oui, nous allons voir un chanteur, nous n'allons peut-être pas l'entendre parce qu'il n'y a pas la sono sur son son, mais nous voyons ses abdominaux en train de se contracter parce qu'il chante. Voyez-vous? Voilà. Et nous voyons son tablier abdominal qui se resserre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'apprendre à utiliser ce recrutement des abdominaux pour l'expiration ou pour la voix et de l'utiliser dans un certain sens. Ici, je vais le repasser une fois, et si les personnes arrivent à voir l'écran, voilà, vous voyez que son ventre au départ il est bombé et qu'il va rentrer surtout de bas en haut. Voilà. Là, il lâche et là, à nouveau, il contracte. Je pense que vous le voyez sur mon écran. Hein, voilà. Très bien. Donc, tout ça, c'est un travail qui s'appuie sur l'anatomie. Donc, on voit que l'anatomie, ce qui a été intéressant dans le champ d'Anatomie pour le mouvement, c'est que ça a emmené le travail dans beaucoup, beaucoup de directions différentes. La voix, le travail du yoga, bien sûr, le travail de la danse, la protection contre les TMS, mais aussi, quelquefois, il y a eu des travaux pour préparer l'accouchement, hein, et même, peut-être que c'est ce qu'on va voir maintenant, non, on le verra plus tard, même tout un travail pour protéger le corps des musiciens. Regardons maintenant les applications à l'enseignement. Alors, l'anatomie, ça permet aux personnes qui la possèdent d'avoir beaucoup plus de précision pour travailler sur le corps de quelqu'un, soit par le contact, comme c'est le cas ici, soit par la précision des mots utilisés. Et toutes les personnes qui passent par le pôle le disent, le fait d'avoir travaillé ça, ça me donne dans mon enseignement beaucoup plus de précision. Je ne mets plus un mot à la place d'un autre. Je ne mets plus le mot doux à la place du mot lent. Ce n'est pas la même chose. Je ne mets plus le mot jambe à la place du mot, vous comprenez, du mot cuisse ou du mot fémur. Je sais exactement comment je veux parler à mes élèves, mais aussi je suis capable d'adapter ce discours parce qu'il ne faudrait surtout pas utiliser dans le travail du mouvement un langage anatomique pur. Ça, c'est impensable. Hein. Donc l'anatomie, le langage anatomique, on le réserve au temps de laboratoire où on étudie l'anatomie. Et après, on l'adapte au moment de l'enseignement. Regardons quelques exemples d'études de l'anatomie. Voilà, ici, on a un exemple de personnes qui sont en train de découvrir le bassin. Alors, en fait,
Le bassin, on peut l'enseigner par le texte, on peut l'enseigner par des dessins. Mais le problème, c'est qu'il est très en 3D et souvent, on a du mal à faire la correspondance entre ce qui est à l'extérieur du bassin et ce qui est à l'intérieur. Et là, les personnes se sont mises à deux. Il y en a une qui palpe l'extérieur, une autre l'intérieur, et elles sont en train d'essayer de repérer comment elles peuvent se mettre au même moment, au même endroit. Et ça permet plus tard de bien mieux reconnaître quelle partie du bassin on pose, par exemple, sur un siège, et à quoi ça correspond dans le bassin interne. C'est un exemple d'apprentissage de l'anatomie de façon tactile, sensorielle. Hein? On va en prendre un autre. Voilà, ici vous avez des personnes, c'était dans un conservatoire de danse, des personnes qui sont en train de repérer comment est fait un genou avec un moulage de genou et surtout, vous voyez une personne qui met ses mains sur son propre genou et qui va repérer sur elle-même à quoi correspondent les parties qu'on trouve sur le moulage, à quoi ça correspond sur soi-même. Ça, c'est très, très utile pour avoir une représentation interne du corps plus juste. Et surtout, ça permet de retenir l'anatomie de façon beaucoup plus efficace. Voilà un exemple de dessin de genou. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est représenté. Voilà. Ce sont des dessins qui représentent à chaque fois un genou ouvert. On a coupé ce qu'on appelle la capsule, c'est-à-dire le manchon qui entoure l'articulation, pour montrer l'intérieur de la rotule, les ménisques, etc. Et vous voyez que chaque personne a colorié à sa manière. Donc, dans Anatomie pour le mouvement, on colorie beaucoup parce que c'est un grand moyen de capter les formes anatomiques autrement que par le texte. On continue. Voilà, ici vous avez un exemple de personne qui étudie le pied et qui va colorier uniquement les cartilages sur un pied. Ou là, vous voyez une personne qui est en train de colorier sur un dessin uniquement le nerf sciatique pour le repérer dans tout un ensemble. Quelquefois, on ne colorie pas tout. On colorie juste la structure qu'on veut repérer et retenir. Voilà. Donc, ce sont des exemples. Voilà, ici, c'est un travail à partir de la main qui a été fait pour des musiciens pour apprendre à quel endroit on va fléchir telle articulation ou telle autre du doigt pour les poser sur un violon. Alors ici, vous allez voir que l'anatomie peut être utilisée en acte. On a un danseur qui s'était amusé à colorier carrément les abdominaux sur son propre corps et après il s'est mis à bouger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir par moments les abdominaux en position courte et par moments en position longue. Là, on les voit qui s'étirent, puis là, on va les voir qui se contractent, voilà, puis là, qui se relâchent, voilà, etc. Bien. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir quelques applications de toute cette ligne de travail d'enseignement de l'anatomie qui se sont présentées à nous depuis 35 ans dans les milieux du yoga. Parce que les gens du yoga sont beaucoup venus, je le redis, dans ce pôle, y trouver des précisions pour leur travail, soit de pratique personnelle, soit d'enseignement. Alors, on va trouver des exemples. Vous voyez, par exemple, ici, dans la posture d'Andasana, le bâton, c'est particulièrement important de savoir où est le bassin,
À quel endroit je pose mon corps sur mon bassin? Est-ce que je suis en arrière de mes ischions? Est-ce que je suis sur mes ischions? Ou est-ce que j'arrive à me placer juste en avant de la pointe de mes ischions, ce qui est évidemment le mieux, parce que si j'arrive à me placer juste en avant de la pointe de mes ischions, eh bien mon bassin va être légèrement incliné vers l'avant. Et regardez ce qui se passe pour la colonne lombaire. Je vais retrouver dans ma colonne lombaire les courbures physiologiques. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la posture d'Andasana, il est très fréquent qu'à cause des muscles que nous avons sous la cuisse, les muscles ischio-jambiers, qui sont mis en tension, eh bien le bassin soit entraîné au contraire à rouler en arrière, mais les conséquences sur la colonne sont importantes parce que du coup, on n'a plus au niveau de la taille la courbure physiologique naturelle. On se retrouve avec cette partie de la colonne qui arrive en syphose, c'est-à-dire en position arrondie. Et attention, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une position arrondie voulue, c'est une position arrondie non choisie. Donc elle est subie. Donc l'anatomie, c'est très important pour amener des points de précision qui deviennent des focus incontournables. Et pour savoir là, il ne faut pas se tromper. Dans Dandasana, il ne faut pas que le bassin parte en arrière. Il faut qu'il aille se percher sur le sommet des ischions. C'est ça qui est important. Sinon, la moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale, elle va souffrir. Ou le nerf sciatique. Bien. Un autre exemple. Ici, nous avons la posture du chameau, Ustrasana, qu'on appelle quelquefois posture de fermeté. Eh bien, dans cette posture, j'ai représenté, et encore la tête sur mon dessin va moins loin que dans le dessin de la posture. Certaines personnes s'en vont très en arrière avec la tête pour prolonger la courbe de toute la colonne. On ne fait pas ça dans toutes les lignes de yoga. Mais quand on le fait, ce qui est très important, c'est d'apprendre à protéger la région du cou qui se trouve emportée en arrière avec la tête au bout de la colonne cervicale, donc les 4 ou 5 kilos de la tête qui font que tout cela n'est pas du tout vécu de façon déchargée, mais tout ça est vécu avec un formidable poids au bout de la colonne cervicale. Donc ça, c'est un endroit où l'anatomie va beaucoup aider à quoi? D'abord à observer ce qui se passe et ensuite à chercher des solutions, bien sûr. Autre exemple, ici, on a une personne perchée sur une jambe dans la posture de l'arbre. Et là, eh bien, quelquefois, on se dit comment placer le bassin dans la posture. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ce qui permet au bassin de garder la position horizontale, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est ici dans le tronc. Bien sûr, il y a quelque chose dans la colonne, mais il y a un muscle au niveau du bassin lui-même qui va permettre d'ancrer ce bassin jusqu'au genou sur le fémur porteur. Et ce muscle s'appelle le grand fessier et en avant le tenseur du fascia latin. Donc on a tout un équipement qui se trouve sur le côté de la hanche et qui permet, quand on se met sur une jambe, d'installer le bassin bien horizontal. Et en fait, quand on sait ça, l'enseignant qui sait ça, qu'est-ce que ça va changer? Dans les mots qu'il va utiliser pour guider le cours, il va lancer des mots-clés qui vont s'adresser à cette partie du corps et qui vont permettre aux élèves de trouver le bon endroit où il faut mettre la force et qui vont leur permettre aussi de lâcher à l'endroit où il faudrait, comme on dit souvent, lâcher prise. Bien, autre exemple. Ici, on a une posture du demi-pont. Alors, tout le monde sait, quand on a pratiqué, que
que dans le demi-pont, eh bien, arrivé en haut, un problème, c'est de placer le bassin pour qu'il n'aille pas trop coccyx vers le bas. Arriver à percher le coccyx le plus possible vers le haut. Ça s'appelle une rétroversion. C'est un mot que je dis rarement dans les cours parce que c'est déjà un mot qui parle à l'intellect plus qu'au corps. Alors, pour rétroverser, eh bien, l'anatomie, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous dit qu'on a le choix entre deux solutions. Soit on va rétroverser par des muscles qui tractent le bassin par devant, qui sont les abdominaux antérieurs. Hein, ici, je les ai dessinés, ce sont les grands droits. Mais on a une autre formule qui est de rétroverser par les muscles qui sont ici derrière, qui sont les grands fessiers. Encore eux. Alors les grands fessiers sont tout à fait capables de rétroverser le bassin. Eh bien ça, c'est très intéressant à savoir. Pourquoi? Parce que quand des personnes ont des problèmes de hanche, on va plutôt utiliser le muscle abdominal pour ne pas resserrer les muscles de hanche et on va laisser les fessiers un peu tranquilles. Et quand les personnes, au contraire, n'ont pas de problème de hanche, on peut leur faire essayer cette formule qui a ça d'intéressant. On va regarder un troisième dessin. C'est qu'elle est antagoniste. Vous voyez le grand fessier ici. Il est antagoniste d'un muscle qui est mis en tension et qui se met à être très étiré. Donc ici, on a deux muscles, à ce moment-là de la posture, qui se font un peu compétition, hein, et qui vont entrer un peu en opposition. Alors, travailler sur cette compétition, c'est beaucoup plus difficile que de rétroverser par les abdominaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a le choix. Et un enseignant qui sait qu'on a le choix, eh bien, il va proposer aux élèves des formules différentes pour effectuer le même mouvement. Et surtout, il sait que dans un même groupe d'élèves qui suivent un cours, ben, certains vont utiliser cette formule-là et certains autres la formule abdominaux. Et ça, c'est vrai partout dans le corps. Alors, on en regarde un dernier. Non, c'est fini pour mon PowerPoint. Voilà, je vous ai présenté des exemples. Et maintenant, si vous le voulez, on peut prendre quelques instants si vous avez des questions. Alors, je crois qu'il y a un micro pour les questions. Donc, si quelqu'un... Ah, c'est super. Voilà, si quelqu'un a une question, eh bien, on peut lui donner le micro. Il y a une question là-bas. Oui, au sujet de la dernière posture, le demi-pont, oui. On m'a toujours enseigné, et j'enseigne, que la priorité, c'est de travailler sur les psoas. Alors, dans cette posture du demi-pont, les psoas, ils se font étirer. Oui. Donc, le travail qu'on doit leur demander, c'est de se laisser étirer. Mais pour qu'ils soient étirés, il faut que le bassin s'installe, non pas coccyx en bas, mais coccyx en l'air, en rétroversion. Et la rétroversion, ce n'est pas les psoas qui la font. Les psoas, ils sont, je vais dire pour faire court, qu'ils ne sont pas rétroverseurs. Les rétroverseurs, ils sont là ou ils sont là. Et donc, les psoas, oui, certainement dans le demi-pont, ils vont se faire allonger. Mais ils ne sont pas les acteurs de ce qui fait qu'on allonge. Okay. Ça va? Ouais, voilà. C'est bon. Merci. Autre question? Oui. Oui, il aurait été intéressant que vous nous disiez aussi comment se placent l'estomac, les intestins, toutes ces choses-là, quand on a un certain nombre de postures. Là. Ah oui. Hein? Alors, je n'ai pas présenté ça et je n'ai pas d'image là disponible, mais c'est tout à fait intéressant d'observer ce que j'appelle le double caisson.
c'est-à-dire caisson thoracique, au-dessus de quoi? Au-dessus du diaphragme, et caisson abdominal en dessous du diaphragme. Attention, ce que l'anatomie nous enseigne et qui est important, c'est que ces deux caissons ne correspondent pas à la cage thoracique et au ventre mou. Pas du tout. Parce qu'au début, c'est ce que tout le monde croit. Tout le monde croit que le caisson thoracique, il est jusque là. Or, le diaphragme, il est ici. Vous voyez, son niveau, c'est à peu près là, au-dessus de la pointe du sternum. Donc, le caisson thoracique, il est beaucoup plus haut que ce que beaucoup de gens imaginent. Et par contre, le caisson abdominal est beaucoup plus bas. Et au passage, on découvre quelque chose de très intéressant. C'est qu'une partie du caisson abdominal est coiffée par la cage. Donc la cage, elle n'est pas seulement pour le thorax, elle est en petite partie pour le haut de l'abdomen. Oh, ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que la cage, on peut la fermer, on peut la resserrer, mais on peut aussi lui faire quelque chose qu'on ne peut plus faire en dessous. On peut l'ouvrir, on peut faire ça. Et quand on ouvre la cage, les viscères qui sont à l'intérieur et qui sont en quelque sorte adhérents aux parois, ils se retrouvent redisposés différemment. Et là, on a toute la genèse du principe des hypopressions. Voilà, c'est un peu, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a des personnes ici qui peuvent entendre ça. Alors aussi, dans le travail viscéral, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment le diaphragme se dispose par rapport aux deux masses viscérales et comment, dans certaines postures comme le demi-pont, eh bien, le diaphragme reçoit le poids de l'abdomen qui glisse vers lui et qui l'étire, et c'est tout à fait intéressant, alors que quand on est debout, le diaphragme, il est posé sur l'abdomen, et même s'il se contracte, il le pousse un peu, et il a peut-être tendance à le faire bomber. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reçoit le poids de l'abdomen? La dynamique est complètement différente. C'est le tablier abdominal ou le hamac du plancher pelvien. Hein, voilà. Donc l'étude des viscères, c'est un champ énorme qui amène beaucoup d'enrichissement pour la pratique du yoga, bien sûr. Vous avez eu raison d'en parler. Oui, oui. Merci. Autre question? Oui, il y a une position que j'aimerais bien étudier pour le bassin avec vous. Oui. Alors, je vais montrer. Allez. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Vous pouvez monter le guerrier quelque chose. Je ne sais pas si c'est le 1, le 2 ou je sais pas quoi. Donc là, on est comme ça, oui. On a la jambe ouverte. Oui. Et là, on a la jambe fermée, le pied à 90 degrés. Je pense que tout le monde connaît cette posture. Voilà. Hein. Donc on est comme ça. Oui. Et ce que je ne comprends pas, c'est que là, on a une ouverture, la hanche, oui. Et là, une fermeture. Et pourtant, il faut garder les hanches face sans mettre le genou vers l'intérieur. Et je ne comprends pas la logique et ce qu'on doit ressentir, ce qu'on doit travailler, les oppositions et tout ça. Bon, la logique qui est souvent demandée, c'est de garder le bassin dans le même plan que les épaules. Voilà. Mais si on ouvre vraiment la hanche, ça suppose une rotation externe de hanche de quasiment 90 degrés. Ça veut dire un peu ce qu'on fait en danse classique complète. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire sans une préparation, écoutez bien, qui n'est pas une préparation immédiate, mais une préparation dans le temps long. Donc, il faut voir qu'en anatomie, une posture comme ça, on l'analyse, on se rend compte que pour la jambe qui est restée en position sagittale, pas vraiment fermée, mais ni ouverte ni fermée, les choses sont très faciles, mais que pour la hanche qui s'est mise en ouverture, eh bien, tout ce qui va manquer en rotation externe va être compensé inévitablement par quoi? Par le fait que le bassin tourne. Hein? Alors, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Est-ce qu'on met le pied complètement ouvert ou moins ouvert
comment on négocie? Eh bien, il y a plusieurs négociations possibles en fonction des impératifs qu'on se propose. Est-ce que c'est la forme de la posture qui compte le plus? Est-ce que c'est le confort de la personne, quitte à refermer un peu l'ouverture de la jambe et garder quand même le bassin en face? Ou bien est-ce qu'on accepte que le bassin tourne après tout? Ça peut être une option. Mais si le bassin tourne, il faut savoir que toute la colonne, en tout cas toute la moitié basse de la colonne, va tourner avec. Oui. Donc ça, c'est typiquement une posture sur laquelle on peut faire un arrêt sur image, et plus que ça, un arrêt sur posture, et s'interroger sur les priorités qu'on se donne. Hein, voilà. Bonjour, j'ai une question. Je voulais savoir comment vous avez parlé du cou, comment préserver son cou, parce que souvent on a mal au cou quand on se tient mal ou autre, mais est-ce qu'il y a des petites astuces Il y en a beaucoup, oui. Et même, personnellement, je vois depuis des années beaucoup de personnes souffrir au niveau du cou, pas seulement les torticolis, mais le cou qui craque, le cou qui hésite à tourner, parce qu'on est un endroit du corps qui se limite de plus en plus. Et je pense que dans le yoga, une posture comme celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment pas pour commencer. Ça demande une gestion qui est hautement technique. Donc il faut apprendre à retenir le cou, mais par quel muscle? Eh bien, ce n'est pas les muscles postérieurs qui retiennent le cou quand il part en arrière. Ce sont les muscles antérieurs. Donc il faut apprendre à les découvrir, les développer, peut-être dans des situations où on prend la position, mais sans être la tête, on garderait la tête en appui, vous comprenez? Et on découvrirait cette musculature antérieure qui va protéger le cou et qui va l'empêcher de partir trop loin et trop courbé. Parce que ça, pour les disques intervertébraux, ce n'est pas un cadeau. Il faut savoir que je suis kinésithérapeute, donc forcément, oui, ce qui a guidé mon travail, ça a été beaucoup la protection, en particulier des cartilages. Mais donc, pas spécialement yoga, mais gestes du quotidien. Voilà. Alors, sachez que j'ai créé une méthode qui s'appelle Cervica et qui peut très bien être proposée en pré-yoga ou qui peut être pratiquée en soi-même. Et c'est un 10 cours qui peuvent être étendus à 20 ou 30 parce que chaque séance peut être facilement doublée. Et dans chaque cours, on découvre une partie des muscles du cou. Il y a beaucoup de muscles dans le cou. Dans chaque cours, on découvre un thème d'autoprotection du cou. On apprend à masser une zone du cou et on apprend à fortifier progressivement non pas la musculature superficielle qui est toujours sauvegardée, mais qui est souvent très, très télescopante, mais la musculature profonde qui est souvent étouffée par la première. Mais ça, c'est un travail, je dirais, il faut s'y atteler. Voilà. Donc, sachez qu'il existe une méthode maintenant, ça y est, elle a été mise en... Elle a été mise en jeu depuis maintenant un peu moins d'1 an et qui permet de travailler sa région du cou. J'ai pensé qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui avec les ordinateurs, les écrans, les positions assises un peu difficiles qu'on a dans les transports en commun, en voiture, etc., qui ont le cou bien mal à l'aise, hein, que ça peut valoir le coup de s'offrir, excusez-moi du jeu de mots, de s'offrir un temps pour construire toute cette région du corps. Et quand on veut travailler le cou, eh bien, il faut travailler aussi les yeux, parce que c'est très lié. Il faut travailler aussi la mâchoire et même la langue. Parce que ce qui se passe dans la langue, souvent, ça se met en synchronisation avec ce qui se passe dans le haut du cou, et ça ne permet pas d'avoir des conduites du cou libérées. Est-ce que j'ai encore du temps? Mes techniciens, là, ils sont occupés. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Moins le quart, c'est bon? J'ai 5 minutes. Parfait. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Tout à l'heure, vous avez... Bon, toutes les questions sont par là. Hein. Oui. Tout à l'heure, vous avez montré une diapositive où, en rotation, vous cherchiez... Pour rapprocher le micro du... Vous cherchiez à éloigner la cage du bassin. Oui, oui. Vous pouvez expliquer un peu plus, approfondir Quand on fait les des raisons. torsions... Oui. Vous voulez que je remette la diapo? Oui, je la remets. Hein. Oui, merci. Je crois que c'était... Non, c'était... Vous êtes passé dessus. Voilà. Oui. Quand on fait des torsions du tronc, un des risques, entre guillemets, c'est quoi? C'est d'avoir une tendance à laisser cage-bassin se rapprocher beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que le bloc cage et le bloc bassin se rapprochent? Les viscères cherchent une place qu'ils n'ont plus et ils ont tendance à se disposer en avant du tronc. Et à ce moment-là, pour les abdominaux, le travail devient beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne sont plus simplement occupés à guider les rotations, mais à retenir l'espèce de d'épanchement des masses viscérales. Vous comprenez? Mais il n'y a pas que ça. Quand dans une torsion, on rapproche trop cage-bassin, pour les disques intervertébraux, à l'échelle miniature, il se produit un peu la même chose pour la partie liquide du disque, qu'on appelle le nucléus. Et ça, c'est pas du tout désirable. Voilà. Donc, quand on effectue des torsions, il faut essayer de garder, c'est un principe de travail, de garder cage-bassin éloigné. C'est ce qu'on appelle dans certains lieux de travail l'étirement. Moi, c'est un mot que je n'utilise pas. Pourquoi? Parce que le mot étirement, il suppose une force qui étire. Or, à moins d'avoir quelqu'un qui nous étire, on peut le faire avec ses mains, hein, ou à moins d'avoir un système d'adhérence, ou à moins de travailler comme dans le chien tête en bas, la pesanteur qui nous étire, il est très rare que nous ayons une force qui nous étire. Mais nous sommes capables de faire, non pas des étirements, mais des autograndissements. C'est complètement différent. C'est-à-dire le fait, avec notre propre musculature, de savoir, en aplatissant un peu nos courbures, gagner 2-3 cm sous la toise. Et ça, c'est très, très utile quand on effectue des torsions, mais pas que. Mais pas que. Hein, quand on effectue toutes sortes de mouvements d'incurvation. C'est un grand principe de travail, l'éloignement cage-bassin. Alors moi, je préfère dire ça que le mot étirement. Voilà. Pour une question de logique. Oui, merci beaucoup. Voilà. Bien, on peut prendre une dernière question, s'il y en a une. Hein? Voilà, c'est tout? Eh bien, je vous remercie et je vais passer la main au suivant sans retard. C'est bien, non ?